RDC, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, voici les titres de cette édition. En RDC, au moins 4 nouveaux cas d'Ebola signalés à Bikoro, alors que la réponse face à l'épidémie s'organise. Que s'est-il passé le 4 octobre 2017 au Niger lorsque 4 soldats américains des forces spéciales sont tombés dans une embuscade? Le Pentagone a dévoilé ce jeudi ses premiers éléments de réponse. Les 3 prisonniers américains libérés par la Corée du Nord sont de retour. Ils ont été accueillis ce matin par Donald Trump. La mobilisation reste de mise en RDC où 4 nouveaux cas d'Ebola, parmi lesquels 2 membres du personnel soignant, ont été enregistrés à Bikoro, épicentre de la nouvelle épidémie qui s'est déclarée dans le nord-ouest du pays. La maladie circonscrite dans cette région à la frontière avec le Congo-Brazzaville a déjà fait 17 morts pour 25 cas. Les autorités congolaises et leurs partenaires ont indiqué hier qu'ils organisaient la réponse face à cette nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a débloqué $1 million pour stopper la propagation d'Ebola dans les provinces et pays voisins. C'est le cas des autorités du Nigeria, pays particulièrement vulnérable, qui ont décidé de mettre en place un plan d'urgence. Qu'ont prévu les autorités congolaises pour circonscrire l'épidémie? Y a-t-il un nouveau bilan? Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Oli Ilunga Kalenga, est avec nous en direct et par téléphone de Kinshasa, la capitale congolaise. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Quel est le dernier bilan de l'épidémie? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Quel est le dernier bilan de l'épidémie au moment où on se parle? Eh bien, le bilan de l'épidémie aujourd'hui, Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai du mal à vous suivre. Quel est le dernier bilan de l'épidémie, vous disiez? Là, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Ok, parfait. Donc, le dernier bilan de l'épidémie, c'est de dire à l'hôpital général de Bikoro, l'hôpital de référence de la zone de santé, il y a 7 patients hospitalisés. Et dans la zone de santé voisine de Iboko, au centre de santé, il y a 4 patients hospitalisés. Et alors, il y a eu à l'hôpital de Iboko, dans le centre de santé de Iboko, un décès la nuit dernière. Cette épidémie n'est pas la première, c'est la 9e. À quoi attribuez-vous cette récurrence? Mais comme j'ai d'habitude, comme je le dis depuis un certain temps, c'est de dire, l'épidémie est un virus. Le virus est un virus selvatique. C'est un virus qui est récurrent dans ces zones à risque. Mais il faut comparer ça aussi à le virus influenza de la grippe. Donc, il y a des virus qui seront toujours récurrents dans certaines parties de la population et dans certaines parties du monde. Quelles sont les mesures que vous avez prises à votre niveau pour à la fois soigner et éviter la propagation du virus? Alors, les éléments les plus importants, c'est qu'on a envoyé une équipe sur place de prise en charge qui doit, premièrement, c'est de faire un diagnostic, confirmer ou exclure les cas, parce que tout cas suspect n'est pas nécessairement un cas virus Ebola, donc il faut avoir un diagnostic précis. Et lorsqu'on a un diagnostic précis, il faut bien sûr isoler les malades, leur donner un traitement approprié. Et par ailleurs, au niveau de la population, il faut les sensibiliser pour qu'ils aient justement des comportements de lavage des mains, d'hygiène. Et l'élément le plus important, c'est que lorsqu'il y a un décès, il faut que ce soit un enterrement sécurisé. Ça, ce sont vraiment les mesures importantes. Est-ce qu'on sait pourquoi Bikoro a été touché en premier?
Mais comme je vous l'ai dit, donc dans la partie de la forêt tropicale, c'est un virus selvatique. Il faut savoir que les recherches à ce jour, on n'a pas encore pu identifier quel est le réservoir naturel du virus Ebola. Donc les virus sont encore les recherches sont encore en cours. Il faut essayer de connaître quel est le réservoir. Le réservoir est quelque part dans la forêt, donc il y a une épidémie aujourd'hui. Il y aura probablement encore des épidémies dans l'avenir tant qu'on n'aura pas isolé le réservoir naturel. Monsieur le ministre, on vous remercie d'être avec nous. Voilà ce que nous pouvons dire ce soir de la nouvelle épidémie d'Ebola dans l'ouest de la RDC. Merci donc à Oli Ilunga Kalenda. Je rappelle qu'il est le ministre congolais de la Santé. Ebola qui tue, mais aussi le drame du côté du Kenya, le barrage de Solai, situé près de la ville de Nakuru, à environ 160 km au nord de Nairobi, a cédé hier soir et ses eaux ont balayé les modestes habitations de cette zone rurale. Le bilan est alarmant, comme l'indique ce reportage rendu par Irénée Herman Umbo. Au moins 41 personnes, dont 20 enfants, sont mortes à la suite de la rupture du barrage dans le centre du Kenya. La douleur est encore visible sur le visage de ces rescapés du drame qui qualifient les eaux boueuses et tumultueuses qui ont emporté leurs habitations d'enfer sur terre. Je voyais des gens courir et j'ai pensé qu'ils pourchassaient un voyou. Quelques minutes plus tard, quand j'ai arrêté mon vélo, j'ai entendu un énorme bruit venant des montagnes. Et j'ai cru que c'était des explosions ou quelqu'un qui tirait une arme à feu. Alors que c'était le bruit des bâtiments qui s'écroulaient. J'ai donc sauté de mon vélo pour me réfugier dans un hôtel qui était à proximité. Les eaux ont tout emporté sur leur passage. Elles ont balayé les modestes habitations de cette zone rurale. Toute la nuit, les services de secours, la Croix-Rouge kenyane en tête, étaient à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. Le processus de recherche et de récupération se poursuit en aval. Nous avons une énorme équipe composée des forces de défense du Kenya, de la police du Kenya et de la Croix-Rouge. Le service national de la jeunesse et un certain nombre de bénévoles travaillent pour nous aider à établir les pertes totales que nous avons subies. Je crains que le bilan ne soit plus lourd. Selon les autorités locales, au moins 36 personnes ont par ailleurs été admises dans des établissements médicaux de la région. Le Kenya, qui sort d'une sécheresse aiguë, est depuis mars et le début de la longue saison des pluies soumis à de fortes précipitations qui ont entraîné des inondations causant la mort de quelques 70 personnes. Autre actualité, cette fois au Togo, depuis le mois de février, la coalition des 14 partis de l'opposition n'a plus organisé de manifestations de rue. Non pas pour ne l'avoir pas tenté, mais plutôt confronté à l'interdiction du pouvoir de Lomé et la répression policière. Cette semaine devraient se tenir 2 manifestations, le mercredi et le samedi, mais elles ont été annulées à la dernière minute. Il ne s'agit pas réellement d'une annulation, nuance Nathaël Olympio. Il est président du Parti des Togolais et membre du groupe des 14. On l'écoute. La manifestation n'a pas été annulée. Cette semaine, nous n'avons pas fait de communiqué. En revanche, nous avons estimé devoir informer la population parce que le régime a simplement décidé de publier nos lettres d'information et leurs réponses qu'ils nous ont adressées, ce qui est complètement en dehors des pratiques. Et donc, nous avons voulu informer la population que la coalition n'a pas appelé à manifester cette semaine. C'est l'objet de ce communiqué. Il est donc extrêmement difficile de parler de démobilisation. Tous ces lieux de rassemblement, point de départ des manifestations, et il y a une armada de forces de sécurité et de défense qui sont déployées et pour empêcher tout rassemblement. Mais cela n'enlève rien à la détermination des populations, puisque à chaque fois qu'il y a un appel, on sent cette effervescence des populations prêtes à manifester. Et la seule réponse du régime, c'est la violence, c'est la répression. Mais cela ne découragera pas les Togolais dans leur quête de liberté, dans leur quête de démocratie. Symbole de la démocratie aussi, en Tunisie, le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis et dans d'autres grandes villes à l'issue des premières municipales démocratiques du pays.
Un résultat qui ne lui garantit cependant pas le contrôle de ces villes, à défaut de majorité, selon les données et estimations compilées par plusieurs ONG, dont les Cahiers de la Liberté. Ennahda arrive en tête dans 155 municipalités sur 350. Les indépendants gagnent 96 places et le parti présidentiel 83. Le scrutin de dimanche a été marqué par une abstention massive de 64,4%. Le ministère américain de la Défense a rendu public ce jeudi un rapport d'enquête sur la mort de 4 soldats américains au Niger lors de combats avec des djihadistes. Le Pentagone admet des erreurs, notamment lors de procédures contradictoires et ambiguës dans l'opération menée en octobre dernier. Pour rappel, au 4 octobre 2017, 4 soldats américains appartenant aux forces spéciales et 4 soldats nigériens sont tombés dans une embuscade. Tous revenaient de Tongo-Tongo dans l'extrême nord du pays. Pour analyser ce rapport et cette sortie du Pentagone, Moussa Aksar, journaliste en direct de Niamey, bonsoir. Bonsoir. Quelles premières observations faites-vous sur ce rapport? Écoutez, d'entrée de jeu, on doit dire que ce rapport révèle vraiment, il faut le saluer, le Pentagone reconnaît ses erreurs lors de ce combat où les soldats américains ont trouvé la mort à Tongo-Tongo. Même s'il ne le dit pas dans ce rapport aussi, le Pentagone dit que, contrairement à ce que les officiels américains ont dit au départ, c'est plutôt une mission de combat et non une mission vraiment de surveillance qui a été menée pour capturer, même si le rapport aussi ne le souligne pas, le nommé le lieutenant de Abou Walid El-Sahraoui qui se trouve être Dundou Chefou dans la zone de Tongo-Tongo. Donc le rapport aussi n'apporte pas en ce qui concerne au niveau de la presse. Moussa Aksar, si vous permettez, on va écouter le général Thomas Waldhauser. Il est commandant d'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, qui précise quelques points des résultats de cette enquête. L'enquête a révélé que le processus de dotation en personnel des équipes dans les bases ne correspondait pas au programme de formation pré-déploiement. Cela a donné lieu à des incompréhensions importantes telles que la prise en charge de l'unité par le chef d'équipe longtemps après que le pré-déploiement a commencé. L'enquête a également révélé que l'intégration et la formation avec les forces partenaires au Niger étaient insuffisantes. De plus, les tâches sociales de base telles que la conduite d'exercices d'action immédiate en cas de contact avec l'ennemi n'étaient pas effectives avant le lancement de cette opération. Moussa Aksar, en 10 secondes, qu'est-ce que les Nigériens pensent de la présence américaine dans votre pays? Écoutez, les soldats nigériens pensent que la présence américaine elle est salutaire parce que nous avons eu à effectuer des missions pour couvrir les opérations Flintlock qui ont eu lieu. Les soldats nigériens reconnaissent vraiment l'utilité de la présence américaine. Merci Moussa Aksar, vous êtes journaliste et vous étiez en direct de Niamey au Niger. Donald Trump a accueilli très tôt ce matin les 3 Américains libérés par Pyongyang, un signe d'apaisement dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, une image forte et symbolique à l'approche de la rencontre du président américain avec le leader nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin prochain. Ce sera à Singapour, nous dit Blanche Sanou. Donald Trump a précisé dans un tweet aujourd'hui la date historique avec le leader de Pyongyang. Jeudi matin, vers 2 heures, heure de Washington, le président américain a accueilli les 3 hommes libérés par la Corée du Nord. C'est une nuit spéciale pour ces 3 personnes formidables. Merci d'être venus dans ce pays. Kim Hang-song et Kim Sang-duk, professeurs d'université, avaient été arrêtés en 2017 sous l'accusation d'avoir commis des actes hostiles contre le gouvernement nord-coréen. Le 3e Kim Dong-chul, un homme d'affaires, avait été condamné en avril 2016 à 10 ans de travaux forcés. C'est un grand honneur. J'espère que les choses marcheront au plus haut niveau. Peu après la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Pyongyang, le chef de la diplomatie américaine avait précisé qu'il avait eu une bonne rencontre avec le leader nord-coréen.
Après des années de tension, les deux pays semblent se tourner vers l'avenir. Je crois qu'il a posé cet acte parce qu'il veut faire quelque chose et amener son pays dans le monde réel. Ma plus grande réussite, y compris cela, sera quand nous dénucléariserons toute cette péninsule. C'est ce que les gens attendent depuis longtemps. Personne ne pensait que nous pourrions être sur cette voie aussi rapidement. De nombreux élus américains ont salué la libération des 3 hommes, à l'instar du sénateur républicain Bob Corker, qui a cependant appelé à accueillir les récents gestes d'ouverture de la Corée du Nord sur une possible dénucléarisation avec grande prudence. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de l'émission. Contrôler le niveau de sucre dans son corps, un souci majeur pour les diabétiques. Nous verrons dans ce journal comment les chiens peuvent changer la donne. Ce qui pour elle n'était qu'un passe-temps est devenu un métier. Nous irons à la découverte de cette femme entrepreneur qui a décidé de briser les tabous. En sport, Rooney débarque aux États-Unis. L'ancienne gloire de Manchester United pourrait être transférée à DC United, ici même à Washington. C'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé dans le monde aujourd'hui et c'est avec Mohamedou Oumfa, il est co-présentateur, on l'a souvent dit, de l'émission Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Mohamedou, bonsoir. Bonsoir John. Alors nous parlons aujourd'hui de vaccination et il s'avère qu'il y a une grande campagne de vaccination qui est en ce moment en train d'être menée en Afrique et elle concerne plus de 2 millions de personnes. Qu'est-ce qui explique cela ? Tout à fait, John. Le choléra continue encore de tuer de nombreuses personnes en Afrique et il faut dire que le 7 mai, l'Organisation mondiale de la santé a dressé un profil épidémiologique de la maladie et l'on a constaté qu'il y avait 12 pays africains où la transmission du choléra était encore active et il y avait encore des épidémies. Alors, c'est l'occasion justement de mener cette campagne parce qu'aussi, il y a des saisons de pluie qui s'annoncent dans certains pays. Il y a même la pluie qui a commencé dans d'autres pays. Or, on sait que le choléra, dans ces pays-là, c'est un moment de haute transmission lorsque la pluie commence. Donc, la pluie, ça dévaste, le choléra dévaste des communautés dans plusieurs pays. Et cette campagne vise à anticiper d'autres épidémies à l'occasion des saisons de pluie. Alors, cette campagne est financée par l'Alliance Gavi, l'Alliance contre le choléra, l'OMS et ses partenaires du groupe mondial spécial de lutte contre le choléra. Vous parlez des pays. Quels sont les pays concernés par cette vaste campagne de vaccination ? Tout à fait. Les pays concernés par cette campagne sont la Zambie, l'Ouganda, le Malawi, le Nigeria et le Soudan du Sud. En fait, les gens recevront un vaccin oral contre le choléra qui s'administre en 2 doses. La première dose protège pendant 6 mois. La seconde dose dure entre 3 et 5 ans. Le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé de la liste que je viens de vous donner, recevra 1,2 million de doses qui permettront donc de protéger autour de 600 000 personnes contre la nouvelle épidémie de choléra en train d'émerger dans l'état de Bochi. La plus petite quantité des doses, soit environ 100 000 doses, ira donc au Soudan du Sud à titre de mesure de prévention avant donc la saison des pluies dans ce pays.
Et quelle est l'efficacité de cette vaccination? Est-ce qu'il y a espoir que dans les pays que vous avez cités tout à l'heure, que cette vaccination-là puisse éradiquer le choléra? Oui, il faut dire que le vaccin contre le choléra est efficace, mais comme je l'indiquais plus haut, son efficacité est limitée dans le temps parce que la première dose protège de 6 mois environ et la seconde dose protège jusqu'à 5 ans. En fait, la vaccination n'est qu'un moyen supplémentaire, complémentaire, de lutte contre la maladie. Les spécialistes estiment qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité de l'eau et de l'assainissement et c'est la seule solution durable à long terme pour faire face aux épidémies de choléra. Ce n'est qu'en permettant aux gens d'avoir accès à de l'eau potable et à des infrastructures de qualité que l'on pourra atteindre les résultats de la stratégie mondiale fixée en 2017 et qui vise à diminuer de 90% les décès dus au choléra d'ici 2030. Merci Mohamedou Oumfa. Revenez la semaine prochaine pour la santé, toujours. Comme certains diabétiques contrôlent leur taux de glycémie grâce à l'insuline, un niveau trop bas peut entraîner la mort. Une nouvelle méthode a été lancée pour alerter le malade sur la baisse de son niveau d'insuline. Doc for Diabétique, en français, chien pour diabétique. Des précisions avec Anastasie Tudièche. Voici Marc Ruffenhardt, fondateur de Chiens pour Diabétique, diabétique lui-même et passionné par la collecte de données. Je porte 2 moniteurs de glucose en continu vu que je teste 2 marques différentes en ce moment. Ce moniteur de sucre affiche 122 et 133. Les deux sont dans la moyenne normale. Mais Marc Ruffenhardt nous démontre ici comment ces chiens sentent l'hypoglycémie à partir de pots contenant les compresses de sueur d'un diabétique dont le taux de sucre est faible. La méthode a été validée scientifiquement pour le dressage de ces chiens d'alerte au diabète. Et pour aider les animaux à éviter des odeurs qui puissent les distraire, Marc Ruffenhardt utilise des pots contenant différentes odeurs. Telles que la pâte d'arachide, la nourriture pour chiens ou de l'eucalyptus. Mais les chiens ne s'intéressent pas aux autres odeurs. C'est ainsi qu'ils arrivent à lui indiquer que son taux de sucre diminue. Les moniteurs montrant que sa glycémie était normale quelques minutes plus tôt, Marc Ruffenhardt estime que les chiens veulent simplement s'amuser. Il continue d'expliquer sa méthode de dressage quand tout à coup... Ce qui se passe, c'est que ma glycémie est en baisse, ok? Et c'est peut-être pourquoi ils alertaient tous les deux intensement. Maintenant, 5-10 minutes plus tard, je reçois l'alerte que le taux de sucre sanguin tombe rapidement. Le même moniteur qui avait montré un niveau de sucre normal 10 minutes auparavant, quand les chiens ont donné la première alerte, présente maintenant un taux de glycémie de 83. Bien souvent, les chiens remarquent la baisse vertigineuse de glycémie avant les compteurs. Dogs for Diabetics a placé plus de 100 chiens auprès des personnes qui souffrent de diabète. L'organisation espère élargir le programme en formant le compagnon le plus fidèle de l'homme à sauver des vies en aidant ses patients où qu'ils soient dans le monde. Les chiens ne finiront jamais de nous étonner. Cette édition ne serait pas complète sans les sports. C'est le moment d'accueillir l'infatigable Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Coupe d'Italie pour commencer. La Juve a été sacrée, mais surtout Mehdi Benastia en est ressorti un héros. En effet, pointé du doigt après l'élimination en Ligue des Champions, le Marocain a reconquis les supporters de la vieille dame hier en signant un doublé. En finale contre le Milan AC, un match remporté 4-0 par la Juventus. C'est le 4e sacre de suite pour la Juve, la 13e Coupe d'Italie de son histoire. Mais surtout, cette finale a redonné du sourire à Mehdi Benassia. J'ai juste été un peu chanceux ce soir, alors que contre Napoli, ce n'était pas vraiment le cas. J'avais pourtant fait un bon match, puis pendant un moment, j'ai raté ma position de marquage et pendant 2 semaines, tout le monde disait que j'étais inutile. Je ne suis pas devenu fantastique maintenant. Je suis juste heureux d'avoir donné ma contribution à mes coéquipiers, car ils le méritent. Du football, toujours. Après Zlatan, c'est Wayne Rooney qui arrive en MLS. L'international anglais a trouvé un accord de principe pour rejoindre l'équipe de DC United, ici donc à Washington. D'après la presse britannique, l'offre faite à l'attaquant de 32 ans porterait sur un contrat courant
jusqu'en 2020 avec un coût de transfert estimé à 17 millions d'euros. Wayne Rooney, qui a rejoint Everton en provenance de Manchester United, a encore 1 an de contrat avec le club qu'il a fait débuter en Premier League à seulement 16 ans. Basketball, pour terminer, le dernier billet pour les finales de conférence en NBA est revenu à Boston. Les Celtics ont mis fin à la belle aventure de Philadelphie et du Camerounais Joel Embiid. Les Sixers étaient pourtant en tête 109-107 à 90 secondes de la sirène. Mais une interruption d'Al Horford et un panier de Jason Tatum ont permis à Boston de prendre l'avantage dans le sprint final 114-112. C'est tout pour ce qui est de l'actualité sportive du jour. Merci Yacouba. Virginia Wallem est femme, mère de 3 enfants et menuisier. Elle a réalisé l'impensable pour elle, faire de son passe-temps son métier, comme nous le dit Faiza El Masri. En plus d'exceller dans sa nouvelle carrière, l'entrepreneur brise les stéréotypes et offre un nouveau modèle. C'est un récit de Dili Diko. Virginia a grandi à la ferme en aidant sa famille à effectuer les tâches quotidiennes. Elle a ainsi acquis les compétences nécessaires pour être menuisière. Ce n'était pas vraiment une passion, plutôt une nécessité. J'ai grandi en travaillant le bois. Il fallait préparer la clôture, travailler à la ferme, etc. La menuiserie n'était pourtant pas son choix de prédilection. Elle a d'abord travaillé pour une entreprise informatique pendant 11 ans. J'étais convaincue que j'allais faire toute ma carrière dans ce domaine. Du coup, lorsque j'ai été licenciée, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai commencé à postuler des emplois partout, j'avais beaucoup d'énergie et je ne pouvais pas rester assise sans rien faire. Cela rendait mon mari fou. Son inspiration est venue de ses chiens, Penny et Chloé, pour lesquels elle a décidé de construire une cage dont elle a ensuite posté la photo en ligne. Le succès a été immédiat, 5 personnes l'ont contactée pour passer une commande. Elle a alors annoncé à son mari sa décision de se lancer professionnellement dans la menuiserie, un choix qui a surpris son époux qui n'a pas hésité à l'encourager. Une des clientes de Virginia dit d'elle et de son travail. Virginia démontre à nos professeurs, à nos élèves et aux familles qui viennent à la crèche et voient son travail qu'il est possible de s'affranchir des stéréotypes. Pour Virginia, la menuiserie est tout simplement son métier, un métier qu'elle adore. L'équivalent d'un camion à ordures rempli de déchets plastiques est déversé dans les océans du monde chaque minute, soit 8 millions de tonnes par an. De nouvelles recherches indiquent que la grande majorité de ces déchets sont transportés vers les océans juste par une poignée de vastes systèmes fluviaux. Et s'attaquer à la source de cette pollution serait un long chemin pour assainir nos mers. C'est un reportage d'Henri Rickwell avec la voix de Blanche Sanou. L'entrepreneur nigérian Olayemi Samson finalise sa dernière création réalisée à partir de déchets recyclés qu'il va ajouter à sa collection. Un imperméable en plastique pour enfants, véritable moyen pour Samson de lutter contre la pollution. 27 millions de sachets d'eau sont jetés tous les jours dans la rue. Et lorsque vous réalisez qu'il faut 20 à 30 ans avant qu'ils ne se décomposent, c'est très inquiétant. C'est à ce moment-là qu'Olayemi s'est dit qu'il y avait un moyen de transformer cette pollution en quelque chose d'utile. Il a commencé par récolter les sachets d'eau dans une décharge, puis les a lavés et désinfectés avant de commencer à les utiliser pour fabriquer des cartables, des bonnets de douche ou même des housses de voiture. Au début, il y a eu beaucoup de scepticisme. Mais quand certains enfants ont commencé à porter le cartable recyclé, ils sont devenus l'attraction de toute la cour d'école. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Belle soirée sur VOA Afrique.